tous les principes PIAC. Est-ce que vous les voyez? Oui, monsieur. Vous avez le principe de l'autorisation, le principe de l'équilibre, le principe de l'annualité, de l'unité, de l'universalité et de la non-affectation, et le principe de la spécialité. Alors, je vais discuter ces principes-là pêle-mêle. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de suivre l'ordre. Je vais prendre par ordre d'importance plutôt. N'est-ce pas? Alors, je vais commencer par le plus important, à mon avis, c'est celui de l'universalité et son corollaire, le principe de la non-affectation. OK? Est-ce que nous avons déjà parlé de cela? Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est le principe de l'universalité? L'ensemble des ressources doit servir l'ensemble des dépenses. Absolument, vous avez raison. Donc, on a déjà parlé de ça peut-être. Hein? Oui, monsieur, oui. Oui. Alors, l'ensemble des ressources doit servir à l'ensemble des dépenses. Autrement dit, quelle est la signification? Parce que derrière, il y a une signification quand même. Que veut dire? Qu'est-ce qu'on cherche? Monsieur? Oui? On cherche à réduire les écarts. Quels écarts? Les inégalités sociales entre les différentes classes de l'Europe. Oui, j'ai compris, c'est dans un but ultime, effectivement. Mais le fait de dire universalité, je dis ensemble des recettes, l'ensemble des recettes doit servir à financer l'ensemble des dépenses. Autrement dit, le corollaire, c'est la non-affectation. Admettons, si jamais il n'y avait pas ce principe d'universalité, c'est-à-dire que celui qui paye plus d'impôts va demander à l'État plus de services. Est-ce que cela est normal? Autrement dit, si je veux caricaturer, je dirais que quelqu'un qui est un bon contribuable, c'est-à-dire il a une entreprise, il paie ses impôts, il paie énormément d'impôts et tout ça, il va leur dire essayez, s'il vous plaît, de me passer un poste de police à côté de ma villa, ou là, essayez de me passer l'autoroute à côté de chez moi, ou là, essayez de me faire un petit barrage à côté de ma ferme. C'est ça l'affectation. Mais on ne peut pas travailler de la sorte. En finances publiques, c'est interdit. L'ensemble des recettes doit servir l'ensemble des dépenses. Pourquoi? Parce que l'État représente l'intérêt général, n'est-ce pas? L'État, l'intérêt général. Il y a agrégation des préférences individuelles. Donc, il y a une fonction de préférence collective qui est exprimée par l'État. Et l'État va venir devant le Parlement, là devant, c'est ça, la Chambre des représentants, il doit présenter son programme gouvernemental. Alors, dans ce programme gouvernemental, il y aura des priorités. Il y aura des priorités telles que la priorité qui a été citée par mademoiselle tout à l'heure, où elle disait il faut réduire les écarts au niveau des inégalités sociales. Supposons que ça, c'est la première priorité. Deuxième priorité, la lutte contre l'analphabétisme. Troisième priorité, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord, dans une première phase, dire que l'ensemble des recettes doit servir à financer l'ensemble des dépenses. Et puis, ce n'est qu'une fois que les priorités seront arrêtées par le gouvernement, on va essayer de dispatcher tout ça. OK? Donc, le principe de l'universalité, on va revenir au diapo. Et au principe de l'universalité. Voilà. Il est fait de recettes, il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses. Moi, c'est ce que je vous demande
savoir l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses. Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général. OK. Je pense que c'est suffisant. Si vous avez compris cette idée-là, c'est bon. Alors, il y a la règle de la non-compensation. Ça, il s'ensuit une règle de non-compensation qui interdit la compensation des dépenses et des recettes. Il n'est pas possible de soustraire certaines dépenses de certaines recettes. Je ne sais pas, moi, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez un gardien de forêt, n'est-ce pas, qui, qui va prendre un peu de bois et se réchauffer parce qu'il fait froid. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une soustraction de recettes. Il a fait une soustraction de certaines dépenses, de certaines recettes. Il n'a pas le droit de faire cette opération. Donc, soustraire des recettes de certaines dépenses pour ne présenter que le solde des opérations. On ne présente pas le solde des opérations. OK, je ne parlerai pas des dérogations pour le moment. Donc, attention, lorsqu'on parle d'universalité, on retient, mais à l'air avec force, l'idée selon laquelle toutes les recettes doivent servir à financer toutes les dépenses, sans distinction aucune, et il en découle la non-compensation. Donc, on ne peut pas présenter un solde. Il est strictement interdit de présenter un solde, c'est-à-dire je prends les recettes et je déduis des recettes et des dépenses et je présente un solde. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième, je dirais, des conséquences, et qui va avec le principe de l'universalité, c'est la règle de la non-affectation. La non-affectation veut dire qu'on ne dit pas que cette recette doit financer cette dépense. On ne va pas dire que l'argent de la vignette, par exemple, va servir à financer les dépenses d'entretien des routes. Ça, c'est une affectation. C'est interdit. L'ensemble des recettes doit servir l'ensemble des dépenses. Vous avez des questions? Je suis tout oui. Pas de questions alors? C'est bien clair, monsieur. Très bien. Alors, on passe à autre chose. Alors, bien sûr, il y a des dérogations. Bon, ça, c'est le principe général. C'est le principe général. Vous l'avez compris. Alors, quelles sont les dérogations? Il y a dérogation, c'est les comptes spéciaux de trésor. Les comptes spéciaux de trésor. Les comptes spéciaux de trésor, chaque fois, alors là, il faut retenir, chaque fois qu'on va affecter une dépense à une recette, on va créer un compte d'affectation. Un compte d'affectation qui est logé dans les comptes spéciaux de trésor. Il est strictement interdit au niveau du budget d'affecter une recette à une dépense. Si nécessité il y a, on crée un compte hors budget. On va créer un compte hors budget qu'on appellera, par exemple, un compte d'affectation spéciale. Alors, je peux vous donner l'exemple, je vous ai dit l'autre fois de le chercher, par exemple, les comptes de cohésion sociale, les comptes aussi de généralisation de protection sociale et de cohésion sociale. Ça, c'est un compte qui va servir à la généralisation de la couverture médicale, n'est-ce pas? Mais on a affecté des recettes. Comment on a affecté des recettes? On a pris, par exemple, les salaires des fonctionnaires qui dépassent 20 000 dirhams par mois et ils vont payer jusqu'à 1,5% généralement d'impôts, un 5% net, c'est-à-dire d'impôts. Et donc, ça va être destiné, ça va être affecté. Ça va être affecté. Il n'y a pas que les salaires, il y a aussi les revenus des entreprises. Le revenu des entreprises, c'est-à-dire le bénéfice fiscal, et qui va être affecté à, généralement au financement
des dépenses. Ce type de dépenses qu'on appelle les dépenses de cohésion sociale. J'espère que vous avez noté l'exemple. Il n'existe pas au niveau du slide. C'est compris? Donc, je n'ai pas de questions. Est-ce que vous avez noté l'exemple? Monsieur, j'ai une question. Oui? Est-ce que le plan Maroc vert est un exemple de compte spécial de trésor? Le plan Maroc vert? Oui. Non, c'est une stratégie. Le plan Maroc vert est une stratégie. Bon, nous avons un compte spécial de trésor pour l'agriculture et pour le monde rural, oui, mais ce n'est pas à travers les fonds spéciaux de trésor. Le plan Maroc vert, c'est comme le plan d'accélération industrielle, hein, c'est-à-dire l'ancien plan émergence. Il y a des stratégies sectorielles, n'est-ce pas, mais où l'État peut intervenir par des financements, une partie du financement, hein, on appellera, ce n'est pas le plan Maroc vert, mais une partie du financement du plan Maroc vert peut être faite par un compte spécial de trésor. OK, mais le plan Maroc vert est une stratégie sectorielle. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, je comprends, merci. Voilà. Monsieur, Est-ce que pouvez-vous vous avez... reprendre l'exemple, s'il vous plaît? Alors, il y a, depuis la pandémie, bon, avant la pandémie, déjà en 2012-2013, avec la montée du gouvernement pratiquement de l'époque, euh, on a créé ce qu'on appelle un compte de cohésion sociale. OK? Un compte de cohésion sociale. On a créé un compte de cohésion sociale. Alors, de quoi il s'agit dans ce compte de cohésion sociale, le FCS? Ben, on a mis le RAMED là-dedans. On a mis le programme Tissir, là où on va intéresser les gens du monde rural pour emmener leurs enfants à l'école. RAMED, c'est pour l'assurance, le régime d'assistance médicale. Et puis, on a mis là-dedans aussi tout ce qui concerne les personnes handicapées, les veuves, la distribution des cartables. Ben, tout ça, c'était dans un fonds de cohésion sociale. Ce fonds de cohésion sociale a été financé une partie par les salaires et les bénéfices des sociétés, n'est-ce pas, et par une autre partie aussi par les finances des collectivités locales. Alors maintenant, avec la pandémie, on a créé un fonds Covid-19, si vous vous rappelez, où on a ramassé pratiquement les 33 milliards de dirhams. Mais avec la loi de finances 2021, on a créé ce qu'on appelle un fonds de protection et de cohésion sociale. On a remplacé le fonds de cohésion sociale par un fonds de protection et de cohésion sociale. Alors ce fonds-là, il est financé aussi par l'impôt sur les salaires qui dépassent un certain seuil, c'est-à-dire 20 000 dirhams par mois, soit 1,5% du salaire net, n'est-ce pas? Et puis par le bénéfice des entreprises qui réalisent un certain bénéfice, n'est-ce pas? Et par d'autres ressources. Alors voilà, c'est un fonds qui est destiné à la généralisation de la protection sociale, notamment la généralisation de la couverture médicale, et qui est financé, par des ressources qu'on va dédier à ces dépenses, c'est-à-dire qu'on va affecter à ces dépenses. J'espère que vous avez noté. Ça, c'est un exemple qui va vous intéresser à plus d'un titre. On peut multiplier les exemples. Hein. Le fonds du monde rural aussi. En tout cas, moi, je vous ai demandé l'autre fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'aller visiter un petit peu les comptes spéciaux de trésor, n'est-ce pas, et de regarder un petit peu, par exemple, allez-y visiter le compte de protection, le compte plutôt de cohésion sociale, hein, au niveau du compte d'affectation spéciale.
Je pense que c'est clair. Alors, est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut me raisonner un peu le principe de l'universalité, avec ses dérogations? Si vous avez compris, vous pouvez le faire. Hein. Je prends quelqu'un au hasard. Alors, ça me permet, pourquoi j'utilise aussi la version que j'ai, c'est parce que ça me permet de marquer les présents. Hein, j'ai une possibilité de visualiser les présents. Bien, alors, si vous n'avez pas envie de parler, bon, c'est pas grave, hein, je vais passer, hein, tout simplement. Moi, je ne vous ai pas posé la question. Donc, le principe de l'universalité est un principe fondamental. Il n'y a pas une année où je ne pose pas une question par rapport à ce principe. Vous avez tout intérêt à me répondre. Vous avez la main levée, vous pouvez utiliser la main levée aussi. Elle est en bas. Comme vous pouvez utiliser le chat. Maintenant, je vous dirai autrement la question. Je vous donne quatre réponses. Laquelle vous allez cocher par rapport à la définition du principe de l'universalité? Alors, la première réponse, je dirais par exemple que les dépenses, que les recettes de la vignette peuvent servir à financer l'entretien des routes. Nous l'avons dit, c'est A. B, que, euh, que les hauts salaires peuvent financer la cohésion sociale. B. C, strictement interdit de financer les dépenses par des recettes affectées. Hein. Possibilité de financer des recettes affectées, hein, à des dépenses. Vous avez A, B, C et D. Quelle réponse mettez-moi sur le chat les réponses. A, B, C et D. Je peux utiliser le questionnaire si vous voulez. Hein. Monsieur, Oui? vous pouvez encore répéter les questions? Ah, ben c'est difficile de répéter. Je vais écrire plutôt. Hein, parce que, écoutez, je vais essayer de mettre rapidement un sondage. Voilà. Alors, je vais écrire, voilà, définir la notion, choisir plutôt la définition exacte. Choisir la définition exacte du principe de l'universalité. Alors, je vais vous donner trois options. Alors, définition exacte. Option 1. Alors, les recettes de la vignette financent les dépenses d'entretien. Les routes. Vous allez recevoir ça. Hein. Alors, option 2. Un pourcentage de salaire et de bénéfices peut financer la cohésion sociale. Une autre option.
Ne répondez pas tout de suite. Je ferai le. Et puis, aucune compensation ou affectation n'est autorisée. Voilà, je lance. Dites-moi, est-ce que vous avez reçu le questionnaire? Oui, monsieur. Alors, cochez. Essayez de cocher. Je vais voir un petit peu les réponses devant moi. Alors, essayez de participer avec moi. Ça va me donner une idée sur le fait, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous n'avez pas compris. Pour le moment, j'ai un vote. Alors, j'ai 2 votes. C'est pas sérieux, franchement, c'est pas sérieux. 3 votes. 4. Participez, s'il vous plaît. Sinon, je vais arrêter ce type d'exercice. C'est un exercice qui est basé sur ce que j'appelle l'enseignement mixte. On a suivi une formation avec des universités américaines pour vous donner ce type de formation. Bien, alors je suis à 14 votes. Alors, d'après ce que je vois, il y a une majorité pour les 15 votes. Par rapport aux 42 étudiants que j'ai devant moi, il n'y a que 14 qui ont voté. Et la majorité, elle a choisi le C. N'est-ce pas? Et pourquoi cliquer sur sondage? Je n'ai pas compris. Monsieur, oui. monsieur, j'ai répondu aux étudiants qui n'ont pas connu où ils ont trouvé le sondage. Donc il faut y aller avec les. C'est ça, merci. Donc, ils ont compris. Oui, monsieur. عندكم des petits triangles forts. Allez-y, Yann, c'est ça, mademoiselle? Oui, monsieur. Il est écrit ma activité. Vous allez cliquer sur activité, il y a sondage direct. C'est excellent. Très bien. Alors, pour le moment, j'ai 18 votes. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici pour ne pas perdre de temps. Déjà, ça se voit qu'il n'y a que 3 sur, je dirais, 22 votes qui ont pris le petit B, c'est-à-dire c'est faux. Pourquoi? Alors que sur 23 votes, 20 votes, c'est pour le C. On le sait. C'est-à-dire que finalement, ça a été compris. Mais alors, je vais retourner vers ceux qui m'ont dit B. Pourquoi ils ont dit B? Est-ce que quelqu'un qui a répondu B peut m'expliquer pourquoi c'est B? Alors, si ce n'est pas B, alors quelqu'un de C va me dire pourquoi c'est C. Monsieur, la cohésion sociale bénéficie d'une affectation spéciale. Pardon, est-ce que vous... Oui, monsieur? Vous pouvez répéter doucement, s'il vous plaît? Oui. La cohésion sociale bénéficie d'une affectation spéciale. Pour le C. Oui. J'ai dit aucune compensation ou affectation n'est autorisée. Monsieur? Oui. Une minute, oui. Pardon, c'est Hajar? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, parce que le principe de l'universalité dit que toutes les ressources doivent accomplir toutes les dépenses et non pas des recettes spécifiques afin de déterminer des dépenses. Excellent. Et d'ailleurs, c'est clair dans la réponse. Aucune compensation ni affectation n'est autorisée.
C'est interdit, c'est strictement interdit d'autoriser une compensation ou affectation au niveau du budget. Donc, recette de la vignette, là, c'est une affectation. Oui ou non? Le A. Ou un pourcentage de salaire qui va bénéficier pour financer la cohésion sociale, c'est une affectation. N'est-ce pas? Donc, c'est juste, puisque c'est une interdiction. Aucune compensation ou affectation n'est autorisée. J'aurais pu ajouter une quatrième option, mais bon, ce n'est pas la peine de compliquer. Bon, je pense qu'on va terminer avec l'idée, le principe de l'universalité. Les exceptions, nous avons dit le CST, c'est-à-dire les comptes spéciaux de trésor. Voilà pour le principe, généralement, de l'universalité. On va revenir maintenant pour le principe de l'annualité. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par le principe de l'annualité? Ça vient du mot annuel, n'est-ce pas? Chaque année, et là, généralement, quand j'ai donné. Oui, je vous écoute. Chaque année, le gouvernement doit exposer devant le Parlement les finances publiques et prendre l'autorisation du Parlement. Oui. Donc, chaque année, on doit préparer une loi de finances, venir devant le Parlement et prendre l'autorisation. N'est-ce pas? Oui. Oui. On l'a déjà vu au niveau de la définition d'une loi de finances annuelle. Vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est une loi de finances annuelle? Donc, c'est l'ensemble des recettes et des prévisions de l'État. Je me rappelle bien, hein, j'avais donné la définition, on pourrait revenir là-dessus. Hein, je peux revenir rapidement si vous voulez. Hein. Alors, c'est l'ensemble des ressources et des charges annuelles qui sont prévues et autorisées pour une année budgétaire. Voilà, c'est la loi de finances de l'année, acte de prévision, évaluation, acte qui énonce l'autorisation pour une année budgétaire. Voilà le principe de l'annualité. L'ensemble des ressources et des charges de l'État, c'est le principe de l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Regardez avec moi l'article 3 de la loi organique des finances. La loi de finances de l'année prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire, il faut souligner, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de l'État. C'est quoi l'ensemble des charges? Ça fait référence à quel principe? L'universalité. De l'universalité. Principe de l'universalité. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis revenu vers la définition de base. Donc, chaque année, on doit venir devant le Parlement, prendre l'autorisation. Donc, sauf au 31 décembre, si la loi de finances n'est pas votée, il y a un problème. Si elle n'est pas promulguée le 1er janvier, et la Mahajach, le bulletin officiel, il y a un problème. Alors, il n'y a pas d'autorisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné l'autorisation à la direction des impôts pour lever les impôts. Ils n'ont pas le cadre juridique, la force juridique. Donc, il faut absolument que la loi de finances soit votée dans le timing précisé. Chaque année, on donne l'autorisation. Le Parlement donne l'autorisation. C'est le principe de la primauté du législatif. Alors, mais attention, c'est un principe classique du droit budgétaire. C'est un principe classique du droit budgétaire, mais qui souffre de plusieurs exceptions. Alors, comme vous le savez, les dépenses, par exemple, d'équipement ou d'investissement, ne peuvent pas être réalisées sur une année. Déjà, c'est un problème. Si pour les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires, l'entretien, le matériel, bon, on peut les réaliser sur une période d'une année ou la moins d'une année, mais les dépenses d'investissement, c'est pratiquement impossible. Quand vous prenez un barrage, quand vous prenez une autoroute, quand vous prenez un aéroport ou bien un port, est-ce que ça prend
moins d'une année. Non, ça prend plusieurs années. Et c'est pour cela que, vous vous rappelez, nous avons, la loi organique des finances a introduit ce qu'on appelle la programmation triennale glissante. Vous avez fait votre recherche sur la programmation triennale glissante? En principe, j'ai reçu quelques travaux. Alors maintenant, je vais parler des exceptions. La règle du droit budgétaire classique, c'est l'annualité. Mais les dépenses, surtout les dépenses d'investissement, nécessitent un cadre plus large que l'année. Excusez-moi, une minute. Une minute, s'il vous plaît. Oh. J'ai perdu le... C'est bon. Alors, j'ai dit, les dépenses d'investissement ne peuvent pas être réalisées sur une période infra-annuelle. Et donc, d'où cette idée de programmation triennale actualisée. Est-ce que vous vous rappelez de ce concept? Est-ce que vous vous rappelez du concept du programme, de la programmation triennale actualisée? Écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu ma question? Je n'ai pas envie de perdre du temps, vous donner un sondage encore, parce que je vais perdre du temps. Alors, je suis vraiment sûr que j'ai bien expliqué l'idée de la programmation triennale glissante. Vous serez gentil s'il y a un étudiant ou une étudiante qui peut reprendre cette explication. Dans quelle mesure, je répète ça autrement, dans quelle mesure la programmation triennale glissante, ou bien ce qu'on appelle actualisée, constitue une dérogation au principe de l'annualité. Moi, je suppose que vous avez oublié ça. Alors, je reviens vers le slide de la programmation. C'est l'article 5 de la loi organique des finances. Alors l'article 5, il dit la chose suivante. La loi de finances de l'année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée, chaque année en vue de l'adapter à l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays. Est-ce que vous vous rappelez de cette définition? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit dans le temps? On avait dit que vous prenez, je me rappelle bien, Des rectangles. des rectangles Rectangle vertical. verticaux généralement, n'est-ce pas? Vous allez mettre Monsieur. 1, 2 et 3. Première année, deuxième année, troisième année. Troisième année. Oui. Et puis, la première année,
on a des hypothèses qu'on va poser au niveau de la première année, des Alors, tu es hypothèses sur prévu. le taux de croissance de l'économie, sur le pétrole, sur le taux de change, etc. N'est-ce pas? Sur l'année agricole, est-ce que c'est une bonne année agricole ou non? Et puis, on établit une prévision, une programmation sur 3 ans. Voilà la première année, voilà la deuxième année, chaque rectangle représente une fraction annuelle. Alors, une fois exécutée la loi de finances de la première année, on va barrer le premier rectangle, n'est-ce pas? Et on va ajouter un troisième rectangle, c'est-à-dire le quatrième, en fait. N'est-ce pas? Mais une fois qu'on l'a barré, c'est le troisième. C'est-à-dire la deuxième année, la troisième année et la quatrième année. Bien ou là? Et on change les hypothèses. Et voilà, on va changer les hypothèses parce que la conjoncture a été modifiée, il y a eu un bouleversement de la conjoncture. Donc, on va changer les hypothèses. Et chaque année, on va faire la même chose. La deuxième année, une fois réalisée, je vais la barrer. Et j'aurai 3, 4 et 5. N'est-ce pas? J'ai ajouté le cinquième cadran. Et puis, je change les hypothèses encore une autre fois. Et à chaque fois, j'ajoute une troisième année. Chaque fois, j'ajoute une troisième année. C'est pour ça qu'on l'appelle une programmation budgétaire triennale actualisée, puisqu'on va actualiser nos hypothèses afin de s'adapter à l'évolution de la conjoncture. C'est bon? Oui, monsieur. Bien. Alors, je reviens à mes slides. Alors, première, on va dire, vous notez ça. Première dérogation, c'est la programmation. Même comme je vais dire pour je dis là. Vous notez? Donc, première dérogation, c'est la programmation triennale glissante. Alors, je vais prendre une deuxième exception, les crédits de report, ou bien ce que j'appelle le report du crédit. Le report du crédit. Alors, reporter, comme son nom l'indique, c'est reporter d'une année à l'autre. Le fait de reporter une dépense d'une année à l'autre, ça veut dire que j'ai failli au principe de l'annualité. Donc, j'ai transgressé le principe de l'annualité, puisque j'ai permis de reporter des dépenses de l'année 2021 à l'année 2022. Bien, mais attention, le report n'est pas permis pour toutes les dépenses. Le report n'est pas permis pour toutes les dépenses. Il n'est pas permis pour les dépenses de fonctionnement. Il est strictement interdit de reporter des crédits pour les dépenses de fonctionnement. Ça, vraiment, il faut. OK, vous avez noté, il est strictement interdit de pratiquer le report du crédit pour les dépenses de fonctionnement. Je rappelle que les dépenses de fonctionnement, ce sont les dépenses au titre des salaires, au titre de l'entretien, du matériel et divers. Avez-vous noté cela? Je répète, le report du crédit n'est pas autorisé pour les dépenses de fonctionnement. Il est strictement interdit. Par contre, on l'autorise pour les dépenses d'investissement engagées.
Alors, le report du crédit est en lui-même une dérogation au principe de l'annualité, parce qu'il permet de reporter une dépense d'une année à l'autre. Ce report du crédit est interdit pour les dépenses de fonctionnement, n'est-ce pas? Mais il est permis pour les dépenses d'investissement, surtout les dépenses d'investissement engagées. Bien. Ça, c'est la deuxième dérogation. C'est la deuxième dérogation. La première dérogation, c'était la programmation triennale actualisée, n'est-ce pas? La programmation triennale actualisée, ou bien une licence. Et la deuxième, c'est le report du crédit. J'ai expliqué que le report du crédit était interdit, il est interdit pour les dépenses de fonctionnement, autorisé pour les dépenses d'investissement, notamment les dépenses d'investissement engagées. Bien. Troisième dérogation. Troisième dérogation. Le système de l'exercice et le système de gestion. Système d'exercice et système de gestion. Alors, ça, c'est un système de comptabilité. Alors, essayez de vous concentrer. C'est un système de comptabilité qui veut dire ceci. L'exercice. Retenez bien avec moi l'idée. On rattache les opérations budgétaires à l'année où la loi de finances a été prévue. On va rattacher l'opération budgétaire à la loi de finances qui l'a prévue. Exemple. Exemple, voilà, la loi de finances de 2021, par exemple, a voté un projet d'investissement qui va être réalisé qu'en 2024. Alors, on ne va pas attendre 2024 pour le comptabiliser. Non, on va rattacher l'opération budgétaire à l'année 2021, c'est-à-dire à l'année qu'il a prévue. Je répète, le système de l'exercice est un système de comptabilité publique qui rattache l'opération budgétaire à l'année où la loi de finances a été prévue. Par contre, le système de l'exercice est un système qui permet de comptabiliser l'opération budgétaire au niveau de l'année de sa réalisation. Je prends le même exemple. Vous avez le projet qui est voté en 2021, mais qui n'a été réalisé qu'en 2024. On va l'inscrire en 2024 et non pas en 2021. En 2024, c'est l'année de réalisation, on parlera plutôt de système de gestion. Par contre, si je comptabilise en 2021, ce sera le système d'exercice. Alors, autrement dit, maintenant, si je résume, je dirais que le système de l'exercice, c'est le système qui permet de rattacher les opérations budgétaires à l'année de la loi de finances qui les a prévues. Par contre, le système de gestion est un système qui rattache les opérations budgétaires à l'année de leur réalisation. Est-ce que c'est noté? Monsieur, Oui, je vous écoute.
J'ai pas compris pour le système de l'exercice. De l'exercice. Oui. Bah, écoutez, prenons l'exemple. Alors, l'exemple, regardez la loi de finances 2021. Imaginons qu'on a projeté, ou là, on a prévu un projet je dirais, d'autoroute entre, je ne sais pas, à quelle ville, je dirais, d'Agadir à Dakhla, par exemple, n'est-ce pas? Et ça nécessite généralement plusieurs années. Alors, nous avons deux dates. Il y a la date où le projet a été prévu et la date où le projet sera réalisé. Disons que 2024, c'est la date de réalisation. 2021, c'est la date de prévision. Alors, en finance publique, quand on parle de système d'exercice, on va rattacher l'opération budgétaire à l'année, je vous écoute, à l'année De réaliser. Non, pas de réalisation. Réalisation, c'est la gestion. Prenez je dirais, un axe horizontal, un abscisse. Prenez un abscisse, dessinez un abscisse, et mettez l'année 2021 au départ. 0,0 correspond à 2021, et puis 2024 à la fin. OK? Prenez un axe horizontal ou bien un abscisse et vous mettez 2021 au niveau de 0. Dans le 0, c'est 2021. Et puis, vous allez jusqu'à 2024. Alors, mettez en haut de l'axe LF, c'est loi de finances prévisionnelle. LFP, loi de finances prévisionnelle. Et en 2024, année de réalisation. Année de réalisation. Alors, vous prenez, s'il vous plaît, une flèche que vous ramenez de 2024 à 2021. Mettez une flèche sous forme d'une courbe, je dirais concave, ou la convexe, comme vous voulez, hein, qui va de 2024, qui revient de 2000, une actualisation, qui vient de 2024 à 2021. Je reviens en arrière. Oui ou non? Pourquoi est-ce que j'ai le tableau blanc ici? Je n'ai pas de tableau blanc. Il fait la mise en page. Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu le tableau blanc. Est-ce que vous avez écrit ce que je vous ai dit? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, vous avez mis une flèche qui monte et qui redescend vers 2021? Oui, monsieur. Alors, mettez système d'exercice sur cette flèche qui revient vers l'année 2021. Oui, Hanan El-Katiri. Oui, Amal Hamouda, oui. Il y a Hanan Katiri qui a levé la main. Non, elle a baissé la main. Bien. Alors, vous avez mis la flèche
qui revient vers l'année 2021, vous écrivez système de l'exercice. Maintenant, vous prenez une flèche contraire. Oui, Fadela. Non, c'est pour vous dire que c'est bon, on a écrit. Ah, d'accord. Alors, vous mettez la flèche contraire qui va de 2021 dans le sens qui va de 2021 vers 2024. Et vous mettez gestion. Alors, voilà. Vous avez mis ça. Maintenant, je vais expliquer. Voilà, le projet, il a été prévu sur la loi de finances 2021. Si on attend jusqu'à la loi de finances 2024, c'est-à-dire l'année de réalisation de ce projet, c'est-à-dire le projet n'a été réalisé qu'en 2024, on va appeler ça, on va inscrire, on va comptabiliser le projet au niveau de la loi de finances de 2024, alors même qu'il a été prévu en 2021, on va dire que c'est un système de comptabilité de gestion. Parce qu'il est rattaché à l'année de réalisation. L'opération budgétaire est rattachée à l'année de réalisation. Par contre, même s'il a été réalisé en 2024, mais inscrit en 2021, c'est-à-dire au niveau de la loi de finances qu'il a prévue, on l'appellera système de l'exercice. C'est bon, Fadila? Oui, monsieur, merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est la troisième dérogation. Donc, je reprends. Vous avez la programmation triennale glissante, vous avez le report du crédit, vous avez le système d'exercice, le système de gestion. On peut ajouter des accords financiers par l'État. L'État, généralement, pour des projets de long terme, va signer des accords financiers sur plusieurs années. Et là, c'est une exception au principe de l'annualité, ça c'est facile. Les garanties octroyées par l'État aussi. Les garanties dépassent une année, la plupart du temps pour les grands projets. La dette publique aussi, elle dépasse l'année. La dette viagère, ça veut dire quoi viagère? La dette viagère. C'est la dette, notez, c'est la dette à vie. C'est la dette à vie. Imaginez un militaire accidenté au niveau d'une guerre, au niveau de son travail, et qui ne peut plus exercer son travail, ben, il va recevoir une pension à vie. Et c'est une dette de l'État vis-à-vis de ce pensionnaire. On l'appellera une dette viagère. Tant qu'il est vivant, il va recevoir son salaire. C'est une dette viagère. Donc, vous voyez, la dette viagère et les pensions de retraite, c'est quelque chose qui dépasse le cadre annuel. Mais à mon avis, vous devez retenir trois, à savoir quatre même, à savoir la programmation triennale glissante, le report du crédit, le système de l'exercice et le système de gestion. Attention, les crédits d'engagement, on va les voir dans le détail lorsqu'on arrivera au budget. Les crédits d'engagement, il faudrait distinguer entre deux types de crédits. Il y a les crédits de paiement et les crédits d'engagement. Alors attention, le crédit ici, c'est dans quel sens? Le crédit, il est dans quel sens? Il faut que vous soyez interactif avec moi.
Je vous écoute. Est-ce que le crédit budgétaire, il est du même sens que le crédit bancaire? Je suis désolé, je vous pose une question pareille, parce que la plupart du temps, dans les réponses, je trouve des réponses dans ce sens. Donc, je dois corriger ça. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre? C'est quoi un crédit budgétaire? Bien, notez, puisque vous n'avez pas de réponse, je ne vais pas continuer. Notez, s'il vous plaît. Un crédit budgétaire, c'est l'enveloppe budgétaire mise à la disposition d'un ministère. C'est l'enveloppe budgétaire mise à la disposition j'ai dit c'est l'enveloppe budgétaire mise à la disposition d'un ministère Alors, un crédit de paiement, c'est le crédit un crédit de paiement, j'ai dit, c'est un crédit annuel. Par contre, le crédit d'engagement est un crédit pluriannuel. Pluriannuel. Okay. Donc, je répète, les crédits budgétaires, c'est des enveloppes budgétaires mises à la disposition des différents départements ministériels. N'est-ce pas? Et les crédits de paiement, ce sont des crédits annuels. C'est les crédits qu'on va dépenser cette année. Par contre, les crédits d'engagement, c'est des crédits pluriannuels. Et ces crédits de paiement et des crédits d'engagement, ça concerne les dépenses d'investissement. Bien. Voilà, j'ai le deuxième principe, le principe de l'annualité, je pense, c'est clair. Je répète, il y a plusieurs dérogations. Je retiens notamment la programmation triennale actualisée ou bien glissante. Je retiens le report du crédit. Je retiens aussi le système de l'exercice et le système de gestion. Je retiens les crédits d'engagement, qui sont des crédits pluriannuels, n'est-ce pas? Et j'ai retenu, j'ai dit aussi le report du crédit et le système de l'exercice et le système de gestion que j'ai annoncé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au principe de l'annualité? C'est clair, monsieur. Là. On passe à un autre principe, à mon avis, qui est très important, c'est le principe de l'équilibre. Alors, c'est quoi la notion de l'équilibre? C'est quoi? La notion de l'équilibre. Recette égale dépense. Les recettes, généralement, comme vous avez dit, c'est ça, égale aux dépenses. C'est-à-dire, on va respecter, je dirais, le principe comptable de l'équilibre. Oui, mais au niveau du budget, c'est impossible. C'est impossible, pratiquement.
il n'y a pas un seul État au monde qui a je dirais, un budget équilibré à 100%. C'est-à-dire où toutes les recettes sont égales aux dépenses. La plupart du temps, on a des déficits de 3%, de 4%, de 5%. C'est comme le taux de chômage. Il n'y a pas un taux de chômage qui est égal à zéro, n'est-ce pas? On va dire le taux de chômage soutenable. L'inflation. Donc, l'équilibre, c'est un principe difficilement réalisable en finances publiques. Alors, attention, les classiques, je reviendrai un peu vers la théorie, les classiques sont partisans de l'équilibre budgétaire. Pourquoi? Parce que, bon, c'est sur le plan théorique. Sur le plan théorique, les classiques, la théorie néoclassique après, c'est des courants de pensée qui vénéraient l'idée de l'équilibre budgétaire. Parce que pour cette théorie, le déséquilibre budgétaire entraîne la dette, donc l'endettement pour financer le déficit, et l'endettement va entraîner l'effet d'éviction, le crowding out, ce qu'on appelle le crowding en anglais, le crowding out, un effet d'éviction, contrairement à ce qu'on appelle le crowding in, c'est-à-dire un effet d'entraînement. Donc, comme je l'ai dit, il y a toute une opposition entre deux écoles. Il y a l'école classique et libérale qui prône l'équilibre budgétaire parce que pour cette théorie, ou bien pour les partisans de cette théorie, le recours au déséquilibre budgétaire entraîne le recours à l'endettement pour financer le déficit budgétaire et l'endettement va entraîner un effet d'éviction. Un effet d'éviction entendu dans le sens de évincer, du verbe évincer, c'est-à-dire écarter le secteur privé. L'effet d'éviction, lorsque l'État emprunte à loisir dans la trappe, je dirais, de liquidité, eh bien, cela va entraîner un effet d'éviction, c'est-à-dire généralement une augmentation des taux d'intérêt, et l'augmentation des taux d'intérêt va entraîner la chute des investissements. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Oui, monsieur. Donc, première idée pour l'équilibre, les théoriciens, je dirais, la théorie libérale est une théorie qui prend l'équilibre parce qu'elle fustige le déséquilibre, parce que celui-ci entraîne un déficit qui sera financé par de la dette. Et la dette, généralement, entraîne surtout la dette, c'est-à-dire les créances sur le trésor, vont entraîner un effet d'éviction, c'est-à-dire le fait d'écarter le secteur privé. Alors, il n'y a pas que cet effet, il y a aussi l'effet d'éviction, mais il y a aussi le deuxième argument, c'est-à-dire que la dette, elle revient chère et elle est supportée par les générations futures. Puisque la dette d'aujourd'hui n'est que le supplément actualisé d'impôts de demain. Bon, je retiendrai deux idées. C'est que le principe de l'équilibre est prôné par la théorie libérale parce qu'elle avance comme argument que l'endettement occasionné par les déficits budgétaires entraîne un effet d'éviction et il est supporté essentiellement par les générations futures. Alors, il y a de l'autre côté, il y a l'autre approche, c'est l'approche keynésienne, ou bien l'État, je dirais, providence, contrairement à tout à l'heure l'État gendarme, l'État-providence, où l'État peut intervenir, on peut admettre plutôt un déséquilibre budgétaire, un déficit budgétaire, puisque surtout si ce déficit budgétaire est destiné à financer des dépenses économiques, des dépenses
d'infrastructures, des dépenses rationnelles, hein, d'investissement essentiel. Alors, j'ouvre une parenthèse, je vous dis qu'en 2011, on a voté une nouvelle constitution, et cette nouvelle constitution, elle a introduit dans son article 77, elle a introduit l'idée de l'équilibre budgétaire. J'espère que vous avez noté. Donc, j'ai dit que la Constitution en 2011 a introduit l'idée, hein, de l'équilibre budgétaire dans son article 77. Mais attention, avec les crises successives, avec la pandémie aussi de l'année dernière, il était très difficile de respecter cette idée de l'équilibre. Alors attention, lorsqu'on parle de l'équilibre, il y a deux types d'équilibre. Il y a l'équilibre ou bien solde ordinaire, et puis le solde global. Donc, lorsqu'on parle d'équilibre, il faut distinguer entre deux notions. La notion du solde ordinaire et la notion du solde global. Alors, ordinaire, ça veut dire quoi, le solde ordinaire? Vous écrivez, s'il vous plaît. Le solde ordinaire, c'est les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. C'est les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Est égal au solde courant. Solde ordinaire, c'est le solde courant. Solde ordinaire est égal à solde courant. SC. Égal à l'épargne publique, l'épargne de l'État. C'est l'épargne publique. Alors, ce solde-là, il doit être obligatoirement équilibré. Il doit être obligatoirement équilibré. Maintenant, quelle est la signification d'un solde ordinaire déséquilibré? Je le mène. L'État n'arrive pas à faire l'épargne. L'État n'arrive pas à faire l'épargne et que pour payer les fonctionnaires, pour payer les salaires des fonctionnaires, il faut... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour payer les salaires des fonctionnaires, il faut s'endetter. Est-ce que vous trouvez normal ça? Non, monsieur. On ne peut pas. On ne peut pas payer les fonctionnaires par l'endettement. Quand je dis le solde ordinaire est négatif ou bien inférieur à zéro, c'est-à-dire il y a un déséquilibre, il y a une désépargne de l'État, c'est-à-dire que l'État, pour faire fonctionner l'administration, pour payer les salaires, pour payer l'entretien, l'État doit aller s'endetter. Ça, c'est strictement interdit. On appelle ça la règle d'or. On appelle ça la règle d'or. Ça, vous l'encadrez, vous encastrez ça dans vos têtes. Strictement interdit de financer le solde ordinaire par l'endettement. Le solde ordinaire doit impérativement
être positif, c'est-à-dire SO supérieur à 0. SO, c'est le solde ordinaire. Il doit être impérativement supérieur à 0. Supérieur ou égal. Hein, supérieur ou égal. Parce qu'un solde inférieur à 0 veut dire un solde ordinaire inférieur à 0 veut dire une désépargne de l'État. Une désépargne, ce qui implique un financement des dépenses de fonctionnement par de la dette, ou par l'endettement. Strictement, ce type d'opération est strictement interdit par la loi, par la Constitution aussi. Donc j'ai dit, il y a deux types de soldes. Je reviens. Il y a deux types de soldes. Il y a le solde ordinaire et le solde global. Et le solde global. Alors le solde global, le SG c'est quoi? SG est égal à solde ordinaire. Solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. Bien sûr, quand le solde ordinaire est positif, on va mettre moins les dépenses d'investissement. Ça me donne le solde global. Alors, le solde ordinaire, il faut respecter à la lettre la règle de l'équilibre. Par contre, pour le solde global, il est possible de recourir à l'endettement. Est-ce que vous avez noté? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Non, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. C'est clair, monsieur. Très bien. Excellent. Bien, voilà pour... je n'ai pas encore terminé le principe de l'équilibre. Je voudrais quand même ajouter qu'il y a des exceptions au principe de l'équilibre. Alors, parmi les exceptions, je cite notamment l'exception selon laquelle l'équilibre peut être réalisé sur le cycle. L'équilibre peut être réalisé sur le cycle budgétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, il faudrait distinguer dans le cycle budgétaire, il faudrait distinguer des moments d'euphorie et des moments de récession, ou bien ce que j'appelle des moments de pic et des moments de creux. Prenez la scie, quand on dit ça évolue en dents de scie, ça veut dire quoi? C'est une évolution en dents de scie. C'est une évolution. Ça monte, ça descend. Pardon? Allez-y. Mademoiselle Hajar, allez-y. Monsieur, il y a des hauts et des bas. C'est une évolution en fluctuation. Très bien. Fadela, vous êtes d'accord? Oui, monsieur, c'est exact. Oui, monsieur. Très bien. Excellent. Donc, vous voyez, une évolution en dents de scie, vous prenez le manchar,
hein, et regardez un petit peu son évolution, sa fluctuation, sa monte, sa descente, c'est des hauts et des bas. C'est ce que j'appelle en termes économiques des creux. Hein. Les creux, c'est quoi les creux? Oui, je vous écoute. Il y a les creux et les pics. Au lieu de dire des hauts et des bas, hein, c'est bien, c'est juste, mais c'est un langage, je dirais, de tous les jours. Mais en économie, on dira des creux et des pics. Des creux et des pics. Alors, les creux, c'est ce que vous avez dit, vous, les bas, hein, tout ce qui est bas, et les pics, c'est les hauts. Vous avez compris? Donc, vous avez le cycle économique est un cycle qui varie, hein, d'un creux vers un pic et ainsi de suite. Alors, l'idée de l'équilibre sur le cycle, c'est qu'on peut réaliser un déficit dans des années où il y a récession. On peut réaliser un déficit dans des années où il y a récession. Et puis, généralement, ces années ou bien ces déficits dans les années de récession vont être financés par les excédents des années, je dirais, de pic ou bien d'euphorie. C'est bon? Ou faut-il reformuler tout ça? C'est bon, monsieur. Oui, je veux écouter aussi les autres. C'est clair, monsieur. Ça me nuise, hein. J'étais Clairement. à 42, ils sont maintenant à 46. Bien. Alors, peu importe. Donc, c'est bon pour l'analyse de l'équilibre budgétaire. Alors, je reviens au principe. Nous avons vu le principe de l'équilibre, le principe de l'annualité, le principe de l'universalité. Bon, le principe d'autorisation, on ne va pas en parler. L'autorisation, c'est le primat du législatif sur l'exécutif, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la loi de finances, normalement, elle est votée en dernier lieu par le législatif, c'est-à-dire par le Parlement. Et là, on dit que que le Parlement dispose d'un pouvoir financier, hein, puisqu'il a, je dirais, la signature en dernier ressort. C'est-à-dire, c'est lui qui va autoriser la loi de finances. Il va l'autoriser en la votant et en lui permettant d'être promulgué dans un bulletin officiel. Donc, l'autorisation, on va mettre entre parenthèses, c'est le primat du législatif, hein, c'est-à-dire l'autorisation donnée par le pouvoir législatif, donnée par le pouvoir parlementaire. Donc, je ne vais pas dire plus, c'est pas pour nous, pour les publicistes peut-être, mais pour nous, moi, je préfère le principe de l'équilibre, de l'annualité, de l'universalité. Je vais revenir à l'unité. Le principe de l'unité, je vais le dire rapidement aussi. Alors, le principe de l'unité stipule la chose suivante. Il dit que la loi de finances doit être présentée dans un document unique, dans un seul document. Oui, toujours est-il qu'il y a des exceptions, puisque la loi de finances, elle est éclatée quand même en budget, hein, en segments, services de l'État gérés de manière autonome, et en comptes spéciaux de trésor. Donc, il n'y a pas un document unique. Oui, le principe de l'unité, hein, c'est un principe sacro-saint, principe du droit classique budgétaire, mais il est, je dirais, transgressé par le fait qu'il existe plusieurs documents au niveau de la loi de finances. Outre le budget général, nous retrouvons les segments. Les segments, c'est les services de l'État gérés de manière autonome. Exemple, cité universitaire. La cité universitaire est un segment. C'est un service de l'État géré de manière autonome. Les CHU, les centres hospitaliers universitaires, aussi, c'est des segments. Hein, c'est des services de l'État
gérés de manière autonome. Alors, j'ai dit, le principe de l'unité est un principe de droit budgétaire classique, mais qui est transgressé par l'existence de plusieurs documents, dont notamment les segments, les services de l'État gérés de manière autonome, et par aussi l'existence et la prolifération, la multiplication des comptes spéciaux de trésor, notamment les comptes d'affectation. On en a parlé tout à l'heure lorsque j'ai présenté l'exemple du compte de cohésion sociale. Des questions par rapport à ce principe? Alors attention, et pour le savoir, lorsqu'on prend le bulletin officiel, là où on présente la loi de finances, il y a le budget, mais il y a aussi les segments, les services de l'État gérés de manière autonome et les comptes spéciaux de trésor. Donc, c'est un document qui comprend 3 sous-documents et non pas un seul. Alors, il me reste le principe de la spécialité des crédits, mais je vais ajouter quand même avec quelque chose qu'on a. Elle n'est pas dans les diapos, vous devez l'écrire. Quelque chose qu'on a ajouté avec la loi organique des finances de 2015, ce qu'on appelle le principe de la globalisation des crédits. La spécialité des crédits. Alors, une fois la loi de finances, elle est votée. Hein, une fois qu'on a voté la loi de finances, et on sait que tel ministère dispose d'un crédit budgétaire, d'un tel crédit budgétaire que l'autre, par exemple, je ne sais pas moi, le ministère de l'Éducation dispose de 1000 unités et le ministère de la Santé de 800 unités, le ministère de l'Équipement de 900 unités et ainsi de suite. Alors, une fois qu'on a établi la répartition budgétaire, il est strictement interdit de réaffecter. C'est-à-dire, on ne peut plus prendre le budget de l'éducation et le réaffecter vers le budget de l'équipement. Bien. Alors ça, c'est un principe qui ne souffre d'aucune dérogation. Il ne souffre d'aucune dérogation. Le principe, j'ai dit, de la spécialité, contrairement aux autres principes, il ne souffre d'aucune dérogation. Mais la loi de finances, la loi organique des finances de 2015, elle a apporté du nouveau et elle a introduit la globalisation des crédits. Et là, je vous demande de m'écouter, enfin d'ouvrir bien, c'est-à-dire de faire très attention et de se concentrer. Alors, par rapport au principe de la globalisation, on a vu au niveau de la spécialité, il était strictement interdit de réaffecter d'un ministère, c'est-à-dire prendre du ministère de l'Éducation et de l'emmener vers un autre ministère, ou bien même au sein d'un même ministère, il était strictement interdit de réaffecter. Ben, la globalisation, elle est venue et elle a assoupli ceci, elle a assoupli le principe de la spécialité, puisqu'elle permet dorénavant, enfin désormais, elle permet de réaffecter au sein du même ministère, au sein de la même direction, des crédits
d'un projet à un autre. Le principe de la globalisation des crédits, vous notez simplement que le principe de la spécialité des crédits, il ne souffrait d'aucune dérogation et que la globalisation des crédits est venue pour l'assouplir. La spécialité des crédits, c'est-à-dire une fois les crédits répartis, une fois le budget est voté, et une fois que chaque ministère est rentré en possession de ces enveloppes budgétaires, il était impossible de faire des changements ou des réaffectations, même au sein du même ministère. Alors, la globalisation des crédits est venue et elle a assoupli ce principe, elle est venue en 2015 pour assouplir ce principe, puisque dorénavant, au sein du même ministère et au sein d'un même programme, il est possible de réaffecter les crédits. Alors voilà, on peut ajouter quelques autres, je vais aller à quelques autres que nous avons introduits. Voilà. Voilà, vous allez voir, principe de la spécialité des crédits et globalisation. OK? Alors, on a ajouté un dernier principe aussi, enfin, avant-dernier principe au niveau de la loi organique des finances, qu'on a appelé le principe de la sincérité. Alors, le principe de la sincérité, c'est l'article 10 de la loi organique des finances de 2015. Je nomine ça le principe de la sincérité. Il faudrait que les comptes présentés par l'État soient sincères et qu'ils ne camouflent pas des opérations, qu'ils ne cachent pas des opérations. Alors, par contre, lorsqu'on voit la réalité, on va voir que, et d'ailleurs on nous reproche énormément ceci, on voit bien que l'État marocain, dans sa présentation du budget, il y a certains postes qui sont camouflés. Par exemple, la privatisation et les dons sont comptabilisés dans les recettes ordinaires, alors qu'ils ne doivent pas l'être dans les recettes ordinaires. Et ça, c'est un manque de sincérité. Ça, c'est une critique, vous n'êtes pas obligé d'apprendre, mais on dira que la sincérité, c'est le fait de faire, c'est le fait d'imputer correctement les opérations budgétaires. De les imputer, c'est-à-dire de les mettre dans leur classe spécifique. Voilà. Je pense qu'on est venu à bout des slides. On est venu à bout et puis je pense aussi, ça suffit pour vous aujourd'hui, à moins de vous consacrer encore un quart d'heure si vous avez des questions. Sinon, ça suffit. Je vous écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir même départ, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous avez reçu un document? Mademoiselle Aya Aboul Khayer. Oui, monsieur. Est-ce que le document, vous l'avez? Oui, je l'ai déjà partagé. J'ai déjà partagé, c'est ça. Oui. Merci. Oui, alors, si vous avez des questions, il est temps de présenter vos questions. Vous avez si vous êtes timide, vous avez le chat, hein, vous pouvez. Alors, Blasia, j'ai pas vu, hein, oh là là. Non, c'était à propos du sondage que j'avais fait, d'accord. Monsieur, Oui, s'il vous là. plaît. Oui, vous pouvez revenir sur le principe de l'unité. L'unité. Oui. Très bien. Alors, l'unité, le principe est le suivant. C'est que la loi de finances doit être présentée dans un document unique. OK? C'est-à-dire un seul document. Or, la réalité, c'est que, et c'est ça les exceptions au principe de l'unité, la réalité, c'est que la loi de finances n'est pas présentée en un document unique. La loi de finances, elle est présentée comptablement par 3 documents. Un, le budget général.
des segments, des services de l'État gérés de manière autonome. Et 3, les comptes spéciaux de trésor. Alors, le fait qu'il y ait 3 documents, c'est une entorse au principe de l'unité. Voilà. C'est bon, Fadila? Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Bien, vous pouvez disposer. Bon, monsieur, tu peux m'expliquer le principe de sincérité. Je n'ai pas bien compris. Très bien. C'est mademoiselle Amal Hamouda. Très bien. Et puis, il y avait Iman Tofer, mademoiselle Iman Tofer, je n'ai pas compris la thèse de l'effet d'éviction. Alors, on va commencer dans l'ordre de l'effet d'éviction et je reviendrai vers le principe de sincérité. L'effet d'éviction, éviction, ça vient de quel verbe? Répondez-moi. Le verbe ayaj. Évincer. Évincer. Évincer, ça veut dire quoi? Mettre dehors. Oui ou non? Oui, monsieur. On va évincer quelqu'un, on va l'exclure, on va l'évincer. Eh bien, le fait que l'État utilise l'endettement pour financer le déficit budgétaire, ben, l'endettement, c'est quoi? C'est qu'il y aura moins d'argent pour le secteur privé. Le secteur privé est évincé, il est écarté. Il y aura moins d'argent pour le secteur privé et tout l'argent va être utilisé pour financer la dette. Et cela va entraîner ce qu'on appelle un crowding out. Crowding, C-R-O-W, je répète, C-R-O-W-D-I-N-G. Crowding out. Versus crowding in. Crowding in, c'est un effet d'entraînement. Crowding out, c'est un effet d'éviction. Mademoiselle Iman, est-ce que c'est compris? Iman, peut-être qu'elle n'a pas le son. Hein. Le micro ne fonctionne pas, peut-être. Oui, monsieur, c'est ça, c'est clair. Donc, il me reste mademoiselle Aman Hamouda qui me dit le principe de sincérité. Ben, écoutez, sincérité, la sincérité, c'est-à-dire, dans les comptes que tu dois présenter ne doivent pas être faux. C'est des comptes qui doivent être sincères et justes. Tu ne dois pas camoufler, on ne doit pas camoufler hein, des comptes. Alors, je dois camoufler. Par exemple, je ne sais pas moi, je l'ai dit tout à l'heure, l'argent de la privatisation, il est comptabilisé au niveau des recettes ordinaires. Alors, il ne doit pas l'être parce que ce n'est pas une recette ordinaire. C'est une recette exceptionnelle. Alors, le fait de faire une imputation, le fait de mettre les recettes de privatisation dans les recettes ordinaires, vous êtes en train de cacher quelque chose. Puisque avec les recettes vont servir à améliorer le solde ordinaire, et donc à nous montrer que le solde est bon, alors qu'il n'est pas bon. Il est bon parce qu'il est financé par les recettes de privatisation. Yes? Si tu veux, je peux expliquer davantage. Oui, Hanan. Est-ce que l'exemple que. Oui, oui, pour Hamouda. Pour Hanan, je pense que j'ai donné l'exemple. Est-ce que je dois répéter l'exemple? Hanan. Oui, monsieur. Oui. Alors, je dois un exemple. Supposons, dans ta comptabilité, tu as caché, je dirais, des factures. Des factures. Tu as des factures, hein, tu as vendu, hein, tu as fait des ventes, mais
finalement, tu n'as pas déclaré avec les ventes. Et donc, ça a permis de diminuer ton chiffre d'affaires et par conséquent de payer moins d'impôts. C'est la comptabilité générale. La coopération a dit, est-ce qu'elle est sincère? Hanan, réponds-moi. Oui, monsieur. Elle est sincère? Le fait de déclarer un chiffre d'affaires qui est inférieur à celui réel, ce n'est pas sincère. Tu es d'accord? Oui, monsieur, d'accord. Donc voilà. Donc le fait, il faut être sincère, il faut présenter les chiffres exacts, les chiffres réels. Alors le principe, il a été ajouté au niveau de la loi organique des finances de 2015. Merci, monsieur. C'est clair. C'est clair. Alors, C'est clair. je vais voir juste encore Hajar Montazer. Iman. Merci, monsieur. L'élection, c'est-à-dire quand les dépenses de l'État sont élevées. Donc, Hajar Montazer, vous étiez juste en train d'expliquer vous aussi. C'est bon. Merci, merci Hajar. Ben voilà, sur ce, je vous souhaite bon ftor et psaha. Yalla, salam alaikum et à la semaine Merci, prochaine. monsieur. Au revoir.